amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir, bienvenue. Nous recevons en entretien le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari. Nous allons évoquer l'état de santé de la diplomatie béninoise, mais aussi des questions de politique intérieure. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est un réel plaisir. C'est une opportunité unique et intéressante que vous m'offrez aujourd'hui. Et pour co-animer cette entrevue, deux confrères, Eldad Aoumenou de la radio Gerdes. Rachida Ousso, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre. Didier Awandinou de la Voix de la Vallée. Bonsoir Didier. Bonsoir Rachida, bonsoir Monsieur le ministre. On va rentrer dans le vif du sujet et démarrer par l'une des questions qui préoccupent les Béninois, la frontière Bénin-Niger. Pourquoi elle n'est pas ouverte jusqu'aujourd'hui, Monsieur le ministre? Écoutez, la frontière du côté Bénin est ouverte. Maintenant, c'est comme quand on danse le tango, ça se danse à deux. Du côté du Bénin, c'est ouvert. Nos frères du Niger ont encore quelques difficultés, on va le dire comme ça. Mais nous avons bon espoir que cela se règle rapidement. Donc le blocage, c'est à leur niveau? Le blocage n'est pas au niveau du Bénin. La frontière du côté Bénin, elle est ouverte. C'est plutôt de l'autre côté qu'il y a blocage pour le moment. Mais comme j'ai dit, j'ai bon espoir que très rapidement, nous puissions conjuguer cette situation au passé. Est-ce que les médiations n'ont pas marché? Est-ce qu'on va dire que les médiations n'ont pas marché? Je pense qu'il faut comprendre, il faut accepter le fait que nous ne soyons pas sur la même longueur d'onde parfois. En ce qui concerne cette situation qui est triste, parce que en réalité, il n'y a pas de différence entre le Bénin et le Niger. Deux pays siamois. Et c'est triste de constater cela. Et nous, la porte, elle reste ouverte. Et ce qui est le plus important, le président de la République l'a dit, je l'ai répété à plusieurs reprises, c'est de nous assurer que, quels que soient les choix que chacun de nous fait, que nous nous assurions de faire en sorte que le plus important soit préservé. C'est la sécurité, les relations qu'il y a entre nos peuples. Là-dessus, le Bénin fera en sorte que les relations s'améliorent chaque jour un peu plus. Et concernant toujours le Niger, est-ce que Monsieur Gildas Agoncan est toujours l'ambassadeur du Bénin à Niamey? Monsieur Gildas Agoncan a été rappelé. On n'a plus d'ambassadeur au Niger? Nous allons, dans les jours qui viennent, procéder à la nomination probablement d'un nouvel ambassadeur. Monsieur le ministre, l'envoi des troupes béninoises en Haïti, où en est-on aujourd'hui? Sur Haïti, la position du Bénin a été très claire. Vous savez, les liens qu'il y a entre le Bénin et Haïti sont des liens séculaires. Les peuples d'Haïti sont partis d'ici. La situation d'Haïti est une situation qui préoccupe au plus grand point le Bénin. C'est la raison pour laquelle, très tôt d'ailleurs, avant même la dégradation que l'on observe aujourd'hui, le président de la République avait déjà offert dès 2019 de pouvoir accompagner le corps politique haïtien à trouver une solution pour pouvoir évoluer. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Il y a eu assassinat du président de la République en Haïti, la situation s'est dégradée et donc nous avons proposé début 2024 de pouvoir participer à la mission onusienne qui est aujourd'hui une mission de stabilisation en fait, en posant des préalables qui sont clairs. Nous avons dit, pour nous, ce n'est pas une mission policière qu'il faut. Il faut une mission militaire, une mission de rétablissement de la paix et une mission sous le mandat onusien. Là-dessus, il y a eu quelques divergences en termes de perception de ce qu'il fallait faire. Je pense qu'aujourd'hui, au vu de ce qui est en train de se passer, la communauté internationale se rend compte que la position du Bénin était probablement celle qu'il fallait suivre. Nous attendons qu'il y ait un mandat onusien qui soit mis en place. Et dans ce cadre-là, en fonction de l'évolution de la situation, le Bénin et les autorités béninoises décideront de la participation des troupes béninoises ou pas. Pour l'instant, il n'y a pas de troupes béninoises en Haïti parce que le mandat n'est pas le mandat que nous souhaitons. Nous pensons que c'est un mandat qui doit être un mandat militaire. Monsieur le ministre, nous sommes dans une nouvelle carte diplomatique au Bénin. Combien d'ambassades supprimées? Nous en avons combien actuellement? Qu'est-ce que cette nouvelle carte nous a déjà apporté? À question claire, réponse claire. Aujourd'hui, le Bénin a une quinzaine d'ambassades. Et notre objectif n'est pas de réouvrir la quarantaine ou la cinquantaine d'ambassades que nous avions au départ. Une ambassade, elle est là pour pouvoir apporter des résultats concrets aux Béninois. Que ce soit des Béninois de la diaspora ou les Béninois qui vivent au Bénin. Alors je sais, quand on dit qu'on a réduit le nombre d'ambassades, la première question qu'on nous pose c'est mais oui, vous avez réduit les ambassades, mais comment font les Béninois qui vivent dans ces pays-là? Eh ben, on ne peut pas créer des ambassades dans tous les pays où vivent les Béninois. Vous savez, il y a des Béninois aujourd'hui dans plus d'une centaine de pays dans le monde. Est-ce que nous sommes à même d'entretenir un réseau de 100 ambassades à travers le monde? La réponse est non.
Nous avons encore besoin de construire des écoles, de construire des routes, de construire des centres de santé. Et donc, il est important que les ambassades que nous avons permettent de mettre en œuvre la diplomatie de l'utilité, telle que voulue par le président de la République. Parce que nous avons une ambassade, il faut que cette ambassade permette de rayonner dans une zone géographique et apporte des résultats tangibles aux Béninoises et aux Béninois. Aujourd'hui, c'est simple, nous avons un réseau diplomatique qui est optimisé et nous avons toujours dit, il y a des ambassades qui ont vocation à rester parce que ce sont des pays qui sont trop importants dans la géopolitique mondiale. Il y en a de moins importants. Après 1945, les Nations Unies ont été créées et c'est pas le Bénin qui les a créées. Et aux Nations Unies, il y a ce qu'on appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies, avec 5 pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ces 5 pays, vous avez vocation à être en dialogue permanent avec eux. Les autres ne sont pas moins importants. Sur les autres, nous avons une diplomatie qui va être une diplomatie d'une présence qui va permettre de pouvoir apporter des résultats concrets au Bénin. Et c'est cela que nous regardons. Nous avons fermé l'Inde en 2020. Aujourd'hui, nous avons rouvert l'Inde parce que l'Inde est devenue notre premier partenaire économique, une source d'investissement majeure. Vous voyez au niveau de la zone industrielle de Glodjibé. Nous avons fermé le Brésil. Nous avons rouvert le Brésil parce que aujourd'hui, nous avons un plan de développement des relations bilatérales avec le Brésil qui est un plan très ambitieux. Et pour cette raison, nous avons besoin d'une ambassade. Il y a certains pays où aujourd'hui, nous n'avons pas atteint encore le niveau de relation et c'est tout à fait normal que nous n'ayons pas d'ambassade dans ces pays-là. Est-ce que c'était un mauvais calcul? Pas du tout. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons une carte diplomatique qui est dynamique. Elle n'est pas figée dans le temps. Elle va évoluer. Nous avons des pays où nous serons présents et de façon régulière, nous réévaluons cette carte diplomatique pour nous dire, il y a tel pays où nous avons misé, nous sommes arrivés à nos objectifs, ou tel autre pays, nous n'avions pas misé, mais il se révèle que ce pays est un pays important pour nous, nous ouvrons. Et s'il y a d'autres pays sur lesquels nous n'avons pas atteint nos objectifs, ou nous n'arrivons pas à porter le niveau de relation au niveau que nous espérons, nous assumerons de fermer, de faire un réajustement. Vous savez, le Bénin n'est pas le seul pays au monde à le faire. Jusqu'en 2014, nous avions une ambassade du Danemark au Bénin. Le Danemark, en 2014, a décidé de fermer son ambassade au Bénin. Les relations avec le Danemark se sont poursuivies, simplement parce que le Danemark a réajusté sa carte en se disant « nous fermons le Bénin pour différentes raisons et nous nous réajustons ailleurs ». C'est tout à fait normal. Et le Bénin aussi a le droit d'avoir cette politique dynamique. Sur la question, oui, de ce que ça apporte déjà cette nouvelle carte dynamique, vous assumez que on a réduit, on est à 15 ambassades. Une quinzaine. Une quinzaine alors. Qu'est-ce que ça a déjà apporté concrètement à l'analyse? Énormément de choses. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une carte diplomatique optimisée. En réduisant la carte diplomatique, nous avons fait une économie de l'ordre de 6 milliards de francs CFA par an. Ces 6 milliards de francs CFA, c'est autant d'argent qui servent à construire des écoles, des routes, etc. Et puis, de façon concrète aujourd'hui, quand vous regardez notre portefeuille bilatéral avec la plupart des géographies, que ce soit les États-Unis, la France, la Chine, le Brésil, j'ai dit, nous avons rouvert les pays du Golfe, le Japon, vous verrez que depuis 2016, notre portefeuille de coopération n'a cessé de croître. Et au lieu d'être éparpillé, nous avons choisi d'être concentrés et d'être beaucoup plus efficients et plus efficaces. Et ça fait moins de tracas pour les Béninois de la diaspora? Je suis 100% d'accord avec vous que pour les Béninois de la diaspora, et j'en ai été un, je revendique d'être aussi un Béninois de la diaspora, même si je suis né, j'ai grandi ici, j'ai eu mon bac ici, etc. Mais je suis aussi un Béninois de la diaspora et je sais que il y a une forme de, je vais pas dire de facilité, de confort à se dire, j'habite dans un pays, j'ai une ambassade à côté, le jour où j'ai envie de renouveler mon passeport, etc., je peux aller à l'ambassade d'à côté. Mais la réalité, c'est que, il est impossible pour nous d'être partout. Moi, je vais vous donner un exemple. Le Béninois qui vient à Bordeaux, en France, d'accord? Nous avons une ambassade à Paris. Le Béninois qui vit à Bordeaux, en France, vous dira, je veux avoir un bureau de l'ambassade à côté de chez moi, parce que quand je pars de Bordeaux, j'ai 3 heures de train pour rejoindre Paris. Donc en réalité, nous ne pouvons pas être partout. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit nous voulons utiliser le digital pour réduire la distance avec nos compatriotes. Et nous avons commencé à le faire. Nous avons mis en place le registre des Béninois de l'étranger. Vous avez vu qu'auparavant, jusqu'à il y a pas longtemps, il fallait se déplacer en ambassade ou en consulat pour avoir un laissez-passer pour pouvoir revenir au pays. Ça peut se faire à distance. Il y a un certain nombre, la procuration, on peut se faire à distance et nous prévoyons beaucoup de choses dans le futur. L'objectif, c'est d'utiliser le digital pour ramener l'État dans le salon de chaque Béninois et que les Béninois, où qu'ils soient sur Terre, puissent, le fait de ne pas être dans un pays où il y a une représentation diplomatique, ne soit plus un frein pour qu'ils se sentent
partie de la communauté nationale. Une innovation du Bénin ou ça se fait ailleurs? Ça se fait ailleurs. Après, nous faisons notre bout de chemin et je pense que nous le faisons de fort belle manière. Quels sont les grands rendez-vous diplomatiques du président de la République à venir? Conviendrait avec moi quand je ne trahirai pas de secret parce que cela fait partie de la réserve liée à ma fonction. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République, comme c'est le cas depuis 2016, pratique une diplomatie et une présence de l'utilité. Le président de la République sera partout où il est nécessaire qu'il soit pour pouvoir faire avancer notre pays, pour que le programme d'action du gouvernement puisse se réaliser, pour que les intérêts du Bénin soient défendus. Vous allez dire, le président ne va pas visiter à gauche, à droite, etc. Et c'est pour ça que je vous dis, nous pratiquons au Bénin une diplomatie de l'utilité. Nous allons là où c'est utile pour nous d'être présent. Être utile, ça ne veut pas toujours dire avoir un gain. Aujourd'hui, les résultats, quand vous regardez aujourd'hui les résultats du Bénin, je pense que c'est efficace. Vous voyez nos résultats, que ce soit d'un point de vue économique, en termes de réduction de la pauvreté. Les Béninois se plaignent, ils disent qu'ils mangent pas 3 fois par jour. Vous avez raison, mais nous vivons dans un monde, et c'est pour ça que je dis souvent à certains amis que on ne peut pas vivre en autarcie. Et on dit souvent, quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Si vous vous comparez, si nous nous comparons à ce qui se passe autour de nous, vous vous rendrez compte que le Bénin s'en sort plutôt bien. Cela ne veut pas dire que tout est parfait. Il y a toujours mieux à faire. Et il faut toujours faire plus pour que la situation de nos compatriotes, de nos concitoyens s'améliore. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et les rapports sont bons avec le Togo? Nos rapports sont bons avec tous nos voisins. Sauf le Niger? Nos pays sont construit d'abord sur la base de peuples. Ce sont les peuples qui font les pays. Mais les dirigeants, c'est eux qui gouvernent. C'est vous qui êtes au gouvernement. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes de passage. Que cela dure 5, 10, 15, 20, 30 ans pour d'autres, etc. Bon, quel que soit le temps que ça dure, nous ne sommes que de passage. Ce qui reste, ce sont les liens qu'il y a entre nos peuples. Et les liens qu'il y a entre nos peuples, le Niger, c'est un pays frère. Le Togo, c'est un pays frère. Après, en dirigeant, nous avons le devoir de faire en sorte que la fraternité qui existe entre nos peuples soit maintenue, soit entretenue, soit développée dans le temps. Pour le moment, ça peine? Non, je ne pense pas que ça peine. Je pense que vous voulez absolument parler du Niger. Au Niger, nous avons défendu d'abord des valeurs, qui sont des valeurs partagées par tous les Béninois. Si vous descendez dans la rue, à Cotonou, à Porto Novo, vous prenez 100 Béninois, vous leur demandez, est-ce que vous êtes favorable au coup d'État? Je suis certain que 90 vous diront non. Et c'est lié à notre histoire au Bénin. Première chose. Donc nous avons un rejet de toute forme de conquête du pouvoir par les armes. Mais c'est lié à notre histoire. Ensuite, nous faisons partie d'organisations régionales. Vous avez dû remarquer que le Bénin est très attaché à son image. Et nous faisons tout pour que le Bénin soit un pays sérieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous respectons aussi nos engagements internationaux. Nous faisons partie d'un ensemble. Lorsque l'ensemble prend une décision, nous appliquons la décision. Mais tous les pays n'ont pas suivi. Est-ce qu'on est accompagné par la CEDEAO aujourd'hui, par exemple, dans cette résolution de crise avec le Niger? Niger, mais d'autres cas également, montré notre attachement à l'organisation régionale qu'est la CEDEAO. Et nous avons continué à travailler à l'intérieur de la CEDEAO pour faire bouger la position de la CEDEAO. Heureusement, nous y sommes parvenus. Maintenant, vous me demandez, est-ce que la CEDEAO nous a soutenus? Je pense que nous avons des questionnements sur la CEDEAO. Des questionnements sur la CEDEAO. Vous savez, quand vous avez 50 ans, vous faites un bilan de votre vie. Et ce bilan a été fait au Bénin ici? Tout ne peut pas être blanc, tout ne peut pas être noir. Il y a des choses qui sont positives. Nous faisons partie d'un espace où aujourd'hui, on peut circuler librement. Il y a une liberté d'établissement au sein de notre espace sous-régional. Il y a des points sur lesquels nous n'avons pas progressé, il faut le dire. La CEDEAO a été créée avec une promesse. La promesse de dire qu'il y aurait une forme d'entraide, de soutien mutuel, de développement harmonisé, de répartition harmonisée des richesses sur notre espace. Est-ce que nous avons réussi sur ce plan-là? Quand vous regardez par exemple la présence des institutions de la CEDEAO, le Bénin n'a aucune institution aujourd'hui. Et oui, c'est normal que les Béninois disent « mais qu'est-ce que nous tirons de la CEDEAO ?» Et ce sont des questionnements que nous avons aujourd'hui. Et ces questions, c'est de l'interpellation que les citoyens font à l'endroit des dirigeants que vous êtes? Bien sûr. Comment c'est managé à votre niveau pour que le Bénin soit à ce niveau? Quand on fait la répartition des institutions, le Bénin n'a rien gagné. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que nous, aujourd'hui, le Bénin a une position qui est claire. Le Bénin a toujours montré son attachement à la CEDEAO, son attachement à l'intégration régionale. Mais aujourd'hui, nous questionnons et nous faisons en sorte que ce bilan soit fait et que des corrections soient apportées. Si on ne corrige pas cela, tous ceux qui veulent jeter la CEDEAO avec le bébé et l'eau au même moment vont réussir.
Mais nous croyons qu'on peut transformer les choses et qu'on peut changer les choses de l'intérieur. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO vous a lâché après avoir été en première ligne dans cette cause-là? Non, je ne dirais pas ça de cette manière-là. Parce que vous savez, la CEDEAO, c'est une organisation commune, elle est incarnée aussi par les États. Mais une chose est certaine, le Bénin a défendu une position. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est le Bénin qui a sa frontière fermée avec le Niger. Pas le Nigeria, par exemple. Je pense que c'est différent. Il faut regarder aussi, vous savez, il y a 2 pays qui ont mis en exécution les décisions de la CEDEAO. C'est le Bénin et le Nigeria, parce que nous étions les voisins directs du Niger. Maintenant, il faut voir la géographie de nos frontières. La frontière entre le Bénin et le Niger, c'est une frontière naturelle, et qui est faite par un pont. Le Togo est aussi un voisin. Non, le Togo n'est pas un voisin du Niger. Le Togo n'a pas de frontière directe avec le Niger. Mais tout passe par là aujourd'hui, apparemment. Je pense qu'il y a beaucoup de supputations autour de ces choses-là. Mais c'est un manque à gagner pour notre port. La réalité, vous savez, que ce soit le port, les activités économiques, l'essentiel, c'est que nous construisions un pays résilient. Il y a quelques années, avant 2016, lorsqu'il y aurait une fermeture de frontières comme celle-là, on aurait dit le Bénin est en train de plier. C'est terminé. Les relations avec le Bénin. Non, laissez-moi finir. Oui, on aurait dit le Bénin est en train de plier. Le Bénin est à genoux. La frontière a été fermée avec le Niger, nous ne nous en réjouissons pas. Et malgré cela, l'année dernière, la croissance économique du Bénin était de 7,5%, supérieure aux prévisions. Ça veut dire que ensemble, nous Béninois, nous avons construit une forme de résilience qui fait que, quels que soient les chocs que nous pouvons subir, et la vie, elle n'est pas linéaire. Il y a des moments où tout se passe bien, il y a des moments où vous allez vivre des chocs. Mais quels que soient les chocs que nous vivons, nous avons la capacité et la force de pouvoir nous relever et de continuer à être forts. Et c'est le plus important. Mais à la frontière, au marché de Malanville, le marché est mort pratiquement. Je ne pense pas que ce soit le cas. Parce que aujourd'hui, il y a, je veux pas dire une économie parallèle, mais il y a des moyens parallèles que nos compatriotes ont trouvé de pouvoir continuer à échanger. C'est triste, et moi je le dis, c'est triste que les relations entre le Bénin et le Niger prennent un caractère informel. Et nous allons continuer à travailler pour que cela s'améliore. Par rapport au Burkina Faso, on en parle peu. Monsieur le ministre, les relations sont comment? Les relations avec le Burkina Faso, j'ai envie de dire que ce soit avec le Mali, le Niger ou le Burkina Faso, nous avons, je dirais, des relations cordiales. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est d'avoir une vraie coopération active, notamment sur les questions de sécurité. Nous en avons besoin. Et le président de la République l'a dit de façon claire. Que certains voisins décident de ne plus faire partie d'une organisation régionale, c'est leur choix. Et nous n'avons qu'à le respecter. Mais nous avons une obligation, c'est de travailler ensemble. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a des échanges en vue de rapprochement entre l'AES et la CEDEAO? Il y a eu des discussions qui ont été lancées la semaine dernière. Le président de la commission de la CEDEAO était au Mali pour rencontrer les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'AES. Je pense que c'est le cours normal des choses. En tout cas, c'est ce que le Bénin a toujours défendu depuis plusieurs mois. Que nos 3 pays frères décident de faire partie de l'AES, c'est leur droit, nous le respectons. Nous avons le devoir de trouver le créneau pour pouvoir continuer à travailler ensemble. Parce que c'est ça qu'attendent nos peuples. Ils n'attendent pas de nous que nous soyons là à nous lancer des invectives sur les réseaux sociaux. Ce qu'ils attendent de nous, c'est que nous puissions travailler ensemble pour régler des problèmes concrets. Et un des problèmes concrets auxquels nous devons faire face aujourd'hui, ce sont les questions de sécurité. Nous parlons toujours diplomatie avec vous, monsieur le ministre. La nouvelle politique de restriction des États-Unis d'Amérique, les USA, concernant les projets comme l'USAID, les projets que finance l'USAID, par exemple, l'UMC et Bénin, vous en êtes au courant. Alors, quel est l'impact sur le Bénin en ce qui concerne la suppression de l'aide à ces entités américaines qui interviennent dans nos pays, par exemple? Ce sont des choix qui sont des choix souverains. On ne peut pas forcer la main et demander aux gens de faire forcément ce que nous souhaitons. Et en l'occurrence, en ce qui concerne le Bénin, vous savez très bien que depuis 2016, notre politique de développement n'est plus basée sur l'aide au développement. Le socle de la politique de développement du Bénin n'est plus basé sur l'aide au développement. Cela ne veut pas dire... Le Bénin refuse-t-il l'aide au développement? Je vais m'expliquer. D'accord. Ça ne veut pas dire que le Bénin rejette l'aide au développement. Ça veut dire que nous faisons en sorte que les projets que nous faisons puissent être portés par nous-mêmes. Si demain, il devait y avoir fin de l'aide au développement. Et en plus de cela, ce que nous défendons sur la scène internationale, ce que le président de la République défend, que l'entièreté du gouvernement porte, c'est de dire nous devons passer de l'aide au développement à l'aide à l'investissement. Nous avons besoin de plus d'investissement. On n'a pas besoin d'aumône.
On a besoin de gens qui viennent investir dans notre pays, qui créent des entreprises et qui trouvent des emplois pour nos jeunes. C'est de ça qu'on a besoin. Je vais prendre un exemple simple. Lorsque vous allez voir un pays pour lui dire « aidez-moi à construire une route de 2 kilomètres », dans 10 ans, lorsque vous allez devoir réparer la route, vous retournerez les voir pour leur demander de refaire. Alors que si dans le même temps, l'argent qu'ils vous ont donné, soi-disant que c'est un don, s'ils l'utilisaient pour accompagner une entreprise de leur pays à venir s'installer au Bénin, à créer une usine, à créer une entreprise, à embaucher des jeunes béninois, l'entreprise paierait des impôts. Les jeunes qui sont embauchés, qui ont un emploi, paieraient des impôts, consommeraient dans le pays, et avec les recettes fiscales que nous avons, nous allons pouvoir construire la route, entretenir la route sur des décennies et des décennies. Donc, le Bénin, aujourd'hui, n'est pas dans la quête effrénée à l'aide au développement. Nous sommes plus favorables à l'aide à l'investissement. Parce que c'est cette aide à l'investissement qui va aider à créer des emplois et à aider à insérer nos jeunes et à réduire la pauvreté dans le pays. L'USAID dans la santé, l'UMC Bénin dans l'énergie, le financement du côté des États-Unis s'est coupé, le Bénin n'est pas effrayé, vous dites? Le Bénin n'est pas effrayé, je le redis, le Bénin est dans une politique d'aide à l'investissement. Les États-Unis sont un partenaire stratégique du Bénin et vont continuer à être un partenaire stratégique du Bénin. Sur les instructions du président de la République, j'étais il y a quelques semaines moi-même à Washington et les États-Unis, je pense, continuent de considérer le Bénin comme un partenaire stratégique dans la sous-région. Que les États-Unis décident de réorganiser la manière dont ils présentent leur partenariat avec les différents pays, c'est leur droit. Nous, en tant que pays, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que le Bénin n'est plus dans une phase où on quémande de l'aide au développement. Vous pensez qu'avec ces politiques, on pourra s'en sortir? Bah bien sûr, la preuve, vous voyez bien, monsieur l'a dit tout à l'heure, que nous ne sommes pas effrayés. Nous ne sommes pas effrayés. C'était une question posée? Non, mais je vous réponds, oui, nous ne sommes pas effrayés. Nous ne sommes pas effrayés par... chaque pays fait ses choix. Et nous, on développe des stratégies qui nous permettent de pouvoir être... C'est pas de l'autarcie. Nous sommes dans un monde qui est un monde globalisé. Nous travaillons avec différents partenaires. Mais nous nous assurons de faire en sorte que nous puissions compter sur nous-mêmes. La preuve, frontières fermées, etc. Notre croissance économique, elle est toujours là. Le développement continue. Nous continuons à exécuter le programme d'action du gouvernement. C'est le plus important. Oui, de façon concrète, les projets qui sont financés par l'USAID, par exemple, est-ce qu'ils seront supprimés ou bien le Bénin va prendre ça en charge? Par exemple, le PNLS contre le sida, par exemple. Ce que je suis en train de vous dire, je n'ai pas le détail concret de ces différents projets. Mais ce sur quoi je peux vous assurer, c'est que le Bénin aujourd'hui, nous ne quémandons pas l'aide au développement. Et bien au contraire, nous sommes favorables à l'aide à l'investissement. Et le Bénin sait aujourd'hui se prendre en charge. Donc vous allez vous-même financer ces projets-là si les États-Unis se retiraient vraiment totalement? Le Bénin sait se prendre en charge. Eh bien, on va tourner la page diplomatie, chers confrères, et passer à l'actualité nationale. On va parler de politique au Bénin. Monsieur le ministre, sinon Monsieur Olusegun Adjadi Bakari, vous êtes de quel parti politique? Ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire. Moi, j'attendais impatiemment cette réponse. Ah bon? Comme beaucoup de Béninois. Je suis du parti du développement du Bénin. Ça vous parle? Ce parti a son récépissé? C'est enregistré? C'est créé quand? On connaît les noms des partis au Bénin. Vous êtes précisément de quel parti? Plus sérieusement, comme vous vous en doutez, je suis membre d'une famille politique, la famille de la mouvance présidentielle. Je suis engagé en tant que ministre dans l'action exécutive aujourd'hui et dans quelques jours ou quelques semaines, je serai engagé, comme beaucoup d'autres collègues, dans l'action politique pour faire en sorte que notre famille politique continue la dynamique qui a été insufflée par le président Patrice Talon depuis 9 ans. Vous allez commencer la campagne. Parti politique? Je n'appartiens aujourd'hui de façon concrète à aucun parti politique, mais je fais partie d'une famille politique qui est la famille de la mouvance présidentielle. C'est pas contraire à la réforme du système partisan où chacun doit avoir une identité politique claire? La réforme du système partisan, je pense qu'elle apporte une clarté. Ce qu'elle dit, en fait, c'est que chacun doit appartenir à un parti politique, comme vous le dites, pour être élu. Il ne nous aura pas échappé que je ne suis pas élu aujourd'hui. Mais ça vous empêche pas d'être élu prochainement? C'est sûr que si un jour je dois être élu, je devrais appartenir, bien entendu, à un parti, mais un parti ancré dans la mouvance et dans le soutien à l'action du président Patrice Talon. Et ceux qui étaient là avant vous vont vous permettre cette promotion? La politique, c'est des échanges, c'est voir ce que vous apportez
aux gens. Si à un moment donné, il est important que je puisse aller moi-même à un suffrage ou à une élection, j'en discuterai avec les différents partis. Mais dans tous les cas, bien que n'étant pas encarté, je puisse vous assurer que je serai comme beaucoup d'autres personnes, comme moi, qui ont mon profil très actif pour faire en sorte que notre famille politique continue la dynamique qui a été enclenchée depuis 2016. Vous avez des ambitions présidentielles? Non. Aucune. Vous ne faites pas partie des dauphins du président de la République? Non, parce que je pense simplement que on vient de quelque part. Moi, je suis très ancré dans mes traditions. Je suis Yoruba, et chez moi, il y a des règles. Et je pense que c'est ce qui est partagé dans la plupart de nos familles à travers le pays. Première règle, le chef de famille est le chef de famille. Tant que le chef de famille est là, c'est le chef de famille. Deuxièmement, on fait tout pour défendre la famille. Et troisièmement, le chef de famille, à un moment donné, avec les sages de la famille, décide de la personne qui prend la suite du chef de famille. Et toute la famille se réunit derrière et porte la personne. Vous faites pas partie de ceux qui seront portés? Je ne pense pas. Je ne le souhaite pas. Il faut que nous sortions de quelque chose qui a handicapé notre pays pendant longtemps. Le fait de toujours tout ramener à soi et de penser que on peut toujours être meilleur aux voisins. Je pense que le président Patrice Talon a montré et a porté la fonction présidentielle à un niveau. Et que nous avons tous un devoir. C'est de faire en sorte que, dans le futur, ceux qui seront dans ces positions-là soient des personnes qui soient prêtes à porter la fonction et à continuer à la porter à ce niveau-là. Et le fait d'être prêt, ça vient avec les années, avec l'expérience, avec le temps dans l'action. Monsieur le ministre, quelle est la stratégie des partis de la mouvance? Chacun aura son candidat ou ils soutiendront un même candidat? Comme je vous ai dit, je ne suis pas membre d'un parti politique. Moi, ma certitude, personnellement, en tant que membre de la famille mouvance, sans être dans un parti politique, je pense que nous avons un devoir d'unité derrière pour porter le bilan du président de la République et faire en sorte que nous puissions mener la bataille qui arrive de la manière la plus sereine possible. Après, je pense que les partis politiques sont en réflexion actuellement et devront, à un moment donné, arriver avec les différentes sensibilités, arriver à une solution. Mais je crois qu'il est important que nous soyons unis. Vous êtes bien entendu de la mouvance présidentielle. Où est-ce que vous en êtes par rapport aux préparatifs des élections? Parce qu'il est de votre devoir aussi, en tant que mouvance, d'organiser les élections apaisées. Où est-ce que vous en êtes par rapport aux préparatifs de ces élections? En tant que famille politique, oui. Je pense qu'il faut séparer les choses. Il y a une responsabilité républicaine qui incombe en fait au Conseil électoral, qui n'a rien de politique. C'est une institution. Et puis il y a ce que notre famille politique fait. Et c'est ce que Madame a évoqué tout à l'heure. Il y a des travaux qui sont en cours, des réflexions pour arriver à faire les propositions idoines. Et puis il y a une occupation du terrain. Il y a une occupation du terrain, une explication de notre bilan, la défense de notre bilan. Et puis au-delà de tout cela, la mobilisation citoyenne. Moi, s'il y a une chose qui m'intéresse à titre personnel, c'est de nous assurer que aux prochaines élections, il y aura massivement des jeunes, des femmes qui seront élus, qui vont porter la voix de ce pays, qui vont porter la transformation du Bénin que nous sommes en train de construire depuis 2016. C'est le plus important. Et qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? À titre personnel, je vous ai dit, moi, je serai très actif parce que, comme je dis, on tombe pas d'un arbre. Je viens d'une certaine région et je pense que avec les partis de la mouvance, que ce soit le Bloc républicain, l'Union progressiste, j'apporterai le peu de choses que je peux apporter pour pouvoir convaincre les uns les autres, mobiliser très largement et faire en sorte que nous puissions défendre et porter haut la continuité de la dynamique que nous avons mise en place depuis 2016. Votre cœur bat plus pour ces deux formations politiques. Sinon, il y en a d'autres qui sont toujours de la mouvance présidentielle. Vous êtes arrêté à Républicain, à l'Union progressiste, le renouveau. C'est peut-être parce que ce sont les deux qui sont présentes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais oui, bien entendu, vous avez raison. La mouvance présidentielle est beaucoup plus large. Nous avons Renaissance nationale, nous avons le MOEL également, qui soutiennent l'action du gouvernement de la République. Alors, une question qui était prévue un peu plus tard, puisque vous y êtes alors. La tournée actuelle des ministres conseillers n'est-elle pas une forme de pré-campagne déguisée?
Pas du tout. Je pense que les ministres conseillers ont expliqué quel était leur cahier des charges. Après un certain nombre d'années d'action dans l'exécutif, et vous aurez remarqué, vous l'avez dit vous-même, que il est rare qu'un ministre de l'exécutif vienne se prêter à cet exercice. Nous sommes, et le président de la République s'est rendu compte qu'il était important de faire savoir également ce qui était fait. Trop souvent, les ministres sont le nez dans le guidon dans l'exécutif, et il est important d'avoir des ministres conseillers qui soient là, qui accompagnent l'action du gouvernement et qui soient au contact direct des populations pour pouvoir remonter ce qui ne va pas, parce que tout ne peut pas être parfait non plus, mais pour pouvoir aussi vulgariser ce qui est fait, parce que trop de choses sont faites et que parfois on ne prend pas le temps d'aller expliquer et de présenter aux populations. Donc ce n'est pas du tout une pré-campagne, c'est beaucoup plus une action de vulgarisation de l'action du gouvernement, de faire en sorte que les populations sachent aussi ce qui est fait pour elles. Parce que très souvent, vous prenez, il y a des programmes, par exemple, moi je m'en suis rendu compte, comme Azoli ou le PSIE, etc., ou les microcrédits à l'AFIA. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, malgré tous les efforts qui sont faits. Donc il est important d'avoir des personnes qui sont dans l'exécutif et qui soient sur le terrain pour pouvoir vulgariser l'action du gouvernement. Parlez-nous de votre cas, si vous permettez. Relation entre votre ministre conseiller, comment ça se passe? Est-ce que c'est directement de la présidence que ces ministres conseillers reçoivent les instructions, ou bien ça peut venir des ministres titulaires que vous êtes? Pas du tout, c'est pas une question d'instruction. Nous sommes en binôme. Nous travaillons main dans la main, nous voyons de façon régulière avec le garde des Sceaux, puisque en fait le ministre conseiller Déoumallé couvre à la fois les relations extérieures et la justice, et nous vulgarisons ensemble les différentes actions. Il nous remonte aussi tout ce qu'il peut y avoir comme attente. Ce sont des tandems en fait que nous formons, et nous faisons ce travail ensemble, et chaque ministre avec son ministre conseiller. Est-ce que lui peut interpeller un de vos collaborateurs, par exemple? Bien sûr, puisque c'est un tandem. Nous travaillons ensemble. Le ministre Déoumallé est connu des collaborateurs du ministère des Affaires étrangères. Donc, ce sont des tandems qui permettent de répondre à un besoin. Des ministres qui sont à l'action, donc qui sont pris au quotidien dans leur travail exécutif, et puis des ministres conseillers qui sont dans l'exécutif, mais qui portent les réformes, qui portent les différentes actions auprès des populations. Ça marche très bien. Que pensez-vous des dernières déclarations du patriarche Adrien Mouedji? J'ai énormément de respect pour le président Mouedji, mais je pense que au-delà des déclarations que je ne me permettrai pas de commenter directement, parce que ce n'est pas le but, je pense qu'il est important que nous puissions regarder devant nous et nous poser les bonnes questions sur ce qui est important pour notre pays. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, je viens de l'Ouémé. Depuis que je suis très jeune, 90% des gens de l'Ouémé ont, à un moment de leur vie, été membres d'un certain parti politique. On a tous appris dans cette forme de matrice. Malheureusement aussi, nous faisons partie d'une communauté nationale. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons pâti au cours des 30 dernières années d'une perception que nous avons pu donner. Aujourd'hui, vous prenez 100 Béninois qui ne sont pas originaires de l'Ouémé, vous leur demandez ce qu'ils pensent politiquement. Les gens de l'Ouémé vont vous dire, les gens de l'Ouémé, je veux dire en vernaculaire, c'est Adomolo, n'est-ce pas? Ils vont dire c'est Adomolo. Je sais pas si vous comprenez. Pour ceux qui comprennent pas, on va nous dire que nous ne sommes pas des personnes sur qui on peut compter. Cette perception, elle est erronée au niveau de nos familles, parce que l'éducation que nous recevons dans chacune de nos contrées, que ce soit à Semek-Podji, à Porto Novo, à Diarra, Bonou, etc., au cœur de nos familles, la question de la fiabilité, la question de la loyauté est au cœur de notre éducation. Et malheureusement, nous avons envoyé cette image-là, année après année, élection après élection. Voilà, depuis 2016, tout n'est pas parfait. Mais je pense que les investissements, l'engagement qu'il y a eu en faveur de l'Ouémé n'a jamais été aussi fort depuis 1960. Mais c'est normal qu'on investisse dans l'Ouémé comme bien sûr, ce que je veux dire, bien sûr, c'est tout à fait. C'est pas une raison pour faire allégeance. C'est simplement pour dire que il est important, lorsque pendant 20 ans, 25 ans, on nous a chanté « Nous sommes la capitale », élection après élection, nous ne voyons rien. Aujourd'hui, moi, quand je vais à Porto Novo, je me retrouve plus. Et quand on traverse Porto Novo, on ne voit pas la différence entre Porto Novo et Adjara aujourd'hui. Vous allez jusqu'à Misrété, vous vous demandez si c'est toujours le même environnement. Et donc, tout ce que moi je suis en train de dire, c'est que nous avons
collectivement intérêt, nous, fils de Louémé, à faire en sorte que cette image que nous avons pu colpoter à un moment donné, que nous puissions la mettre derrière nous, que nous puissions la corriger. C'est important parce que cela ne correspond pas à nos valeurs, cela ne correspond pas à l'éducation qu'on donne dans nos familles. Nous avons une opportunité cette fois-ci en 2026. Moi, j'ai une responsabilité aujourd'hui, c'est de mobiliser, de travailler à ce que cette perception-là ne soit pas confirmée et qu'elle soit au contraire effacée. Et c'est à nous, cadres, dirigeants, leaders de l'Ouémé, de montrer que nous sommes des personnes fiables, que nous ne sommes pas des personnes changeantes et que nous avons à cœur la loyauté et l'engagement. Mais si le patriarche estime que les choses ne vont pas comme cela se devait, c'est aussi son droit de claquer la porte, par exemple. J'ai dit que je ne voulais pas commenter les propos et les déclarations qui ont été faites par respect et par éducation. Que ce qui est important, c'est de se dire, les jeunes de l'Ouémé, qu'est-ce qu'on leur propose? Nous leur proposons plus d'investissement, nous leur proposons plus d'infrastructures, nous leur proposons des usines au niveau de la zone industrielle de Sémekbodji, nous leur proposons d'encadrer. Il y a énormément de jeunes qui sont des artisans dans l'Ouémé. D'encadrer un projet pour cette zone? Dans la zone industrielle, bien sûr, elle va continuer à se développer. Vous avez vu comment elle s'est développée au cours des dernières années. Aujourd'hui, il y a une stabilité de la fourniture énergétique qui va permettre... La GDZ ou pas, non, on parle beaucoup de la GDZ parce que c'est une nouvelle zone industrielle, mais quand vous voyez Sémekbodji, elle est quasiment pleine aujourd'hui. Le nombre d'entreprises et d'industries qui se sont installées à Sémekbodji, vous pouvez y faire un tour, vous allez vous en rendre compte. Mais ce que je veux dire, c'est que les jeunes de l'Ouémé aujourd'hui, de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin d'emploi. Ils ont besoin que nous ayons une politique de formation professionnelle dans l'artisanat. Les femmes de l'Ouémé, elles ont besoin de microfinance, d'infrastructures. Nos frères et sœurs qui pratiquent le Zémidian aujourd'hui sont heureux de voir qu'ils ne sont plus obligés de rouler dans des bosses et d'avoir mal le soir quand ils rentrent chez eux, parce qu'il y a des routes au niveau de Porto-Novo. Tout n'est pas parfait, mais il y a une évolution majeure. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous puissions nous mobiliser pour que nous puissions continuer dans cette dynamique-là. Parce que personne ne mange le fait d'être capital. On mange le fait qu'on ait un emploi. Et c'est ça que l'on recherche aujourd'hui. Pour en revenir à ces déclarations du patriarche Adrien Ouidji, qui demande le retour des exilés politiques. Est-ce qu'il est dans le faux? Est-ce qu'il a tort de faire cette revendication? Je ne pense pas qu'il y ait d'exilés politiques au Bénin. Et nous devons faire collectivement attention aux mots que nous utilisons, à la manière dont nous les utilisons en fait. La politique ne peut pas, et ça c'est un choix qui a été fait dès 2016 par le président de la République, le président Patrice Talon, ne peut pas être un parapluie de protection contre tout type d'acte. C'est pas parce que je suis homme politique que demain je vais prendre ma voiture et commencer à rouler à 180 à l'heure sur le boulevard de la Marina. Et si on m'arrête, je dirais on m'a arrêté parce que je suis opposant politique. Non. Nous avons collectivement à défendre l'image de notre pays. Il n'y a pas d'exilés politiques au Bénin. Et de prisonniers? Il y a des hommes politiques, il y a peut-être des acteurs politiques qui ont maille à partir avec la justice et qui ont décidé de ne pas revenir se présenter devant la justice. Mais ça n'en fait pas des exilés politiques. Je ne pense pas qu'il faille commenter ou revenir sur tout ça, mais je pense que c'est important que collectivement, ce que nous avons, qui est important, notre vivre ensemble, faut qu'on arrête de jeter l'opprobre sur notre pays. C'est pas parce que aujourd'hui, c'est le président Talon qui est président de la République, que c'est la mouvance soutenant le président Talon qui est aux commandes, qu'il faut jeter l'opprobre, parce que le Bénin nous appartient tous. Et ce qu'il y a de plus grand que nous tous, c'est le Bénin. Et on ne peut pas salir le Bénin. Nous avons une démocratie à laquelle nous tenons, nous avons des institutions qui sont solides et nous devons faire en sorte que l'image que nous avons continue d'être celle-là. Mais vous les classez dans quelle catégorie, ceux-là? Vous savez, exilé, c'est quelqu'un à qui on dit vous ne revenez pas chez vous parce que vous êtes un acteur politique. Ce n'est pas le cas. Nous avons, après 1990, beaucoup de gens ont cru qu'il suffisait de dire nous sommes une démocratie, on organise des élections tous les 5 ans, on fait ce que moi j'appelle de la cachcratie, parce qu'en fait on organisait des élections, on distribuait de l'argent. Puis voilà, pour dire nous sommes une démocratie et si on s'entend entre nous, on fait nos petites magouilles. Mais la réalité, c'est que tout cela a attardé notre pays et que la démocratie sans bonne gouvernance, c'est de l'anarchie. Et aujourd'hui, moi, je veux parler aux jeunes, ceux qui ont 30 ans, qui sont nés après la conférence nationale. Ceux-là, ils n'ont pas besoin qu'on leur raconte, excusez-moi du terme, des cracks.
Ils ont besoin d'emploi, ils ont besoin de pouvoir se projeter dans le futur. Ils voient un Bénin qui est en train de rayonner à l'international, que tout le monde respecte. Et c'est à eux aujourd'hui de se lever pour dire, nous refusons qu'on jette l'opprobre sur notre pays. On ne peut plus être dans un pays où, simplement parce que vous êtes acteur politique, vous pouvez ne pas respecter la loi et que parce que vous avez ce parapluie-là, vous allez pouvoir dire, si demain on me demande de répondre de mes actes, je vais dire que c'est parce que je suis un opposant politique. Ce n'est pas possible. On aimerait savoir si le président Adrien Goumbédi a demandé à partir de la mouvance. Je ne suis pas au courant, comme je vous ai dit. Que répondez-vous à l'opposition qui demande une relecture du code électoral? C'est une très bonne question. Moi, je pense que à un moment donné, que nous regardions aussi la vérité en face. Dans le monde entier, dans toutes les démocraties que parfois on nous dit qu'il faut qu'on copie, le code électoral est du domaine du législatif. Ce que ça veut dire, c'est que ceux qui sont en charge d'écrire les lois s'asseyent et décident, écrivent le code électoral. Et on nous prend souvent l'exemple de la France. En France, il y a toujours eu un débat entre la proportionnelle et l'élection au suffrage direct. Même aux dernières élections, le Rassemblement national va vous dire, je suis le premier parti de France en nombre de voix, je ne suis que le troisième ou le quatrième parti en nombre de sièges. Aux États-Unis, c'est arrivé. Vous vous souvenez du moment épique entre Al Gore, George W. Bush. Mais dans notre cas, ce n'est même pas le cas. Ce que je suis en train de dire, c'est que on a un code électoral qui vient régler un certain nombre de problèmes que nous avons dans notre pays. On ne peut pas, si nous voulons construire une nation, dire que nous continuons à avoir des regroupements sur une base régionale, ethnique, ou des partis de quartier. C'est pour ça qu'il faut corser les seuils. En quoi les seuils sont-ils corsés? 20%. 20%, c'est pas 20% en national. 20% par circonscription électorale. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, c'est pas normal de dire que on veut avoir des partis politiques qui représentent le pays tout entier, qui ont des élus partout, qui ont une représentativité minimale dans chacune des circonscriptions électorales de notre pays? Vous pensez en votre âme et conscience que 20% par circonscription électorale, c'est possible? Pour chaque parti, chaque parti ou chaque regroupement de partis. La loi a prévu la possibilité pour les partis d'aller en accord de gouvernance. Est-ce qu'un parti de l'opposition peut se mettre avec un parti de la mouvance? Comme vous le dites, vous avez dit un parti de l'opposition, un parti de la mouvance. Maintenant, les partis politiques sont organisés. Donc, si deux partis politiques décident de s'accorder sur un accord de gouvernance, ça veut dire qu'ils ont un terrain d'entente. Et donc, ça veut dire que celui qui est de la mouvance, soit celui qui est de la mouvance dit « moi, je deviens de l'opposition », soit celui qui est de l'opposition dit qu'il devient de la mouvance. Il a le droit. C'est pas un retour à l'autre jeu d'antan ou non, attendez, puisque ici, on parle d'accord de gouvernance déposé à la Sénat préalablement aux élections et qui vous lie d'une certaine manière parce que vous avez dit vous allez gérer la législature ensemble si vous gagnez les élections. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ça peut être si facile que ça de quitter un bord pour un autre? C'est pas une question de quitter un bord pour un autre. C'est une question de dire je trouve un partenaire avec lequel je peux m'allier pour pouvoir conquérir le pouvoir. Et partout dans le monde, ça se passe comme ça. On ne peut pas être le seul pays où on considère que on ne peut pas faire d'accord, etc. Les règles sont des règles qui valent pour tout le monde. Les partis de la mouvance qui valent pour les partis qui ne soutiennent pas l'action du président de la République. Les règles sont les mêmes pour tout le monde et elles sont en place depuis plusieurs mois. Il y a une constance, quel que soit l'endroit où on se trouve sur Terre. La politique, c'est d'abord le terrain. Donc 20% pour vous, c'est pas trop. Pendant que des analystes politiques trouvent que le plus grand seuil au monde serait de 7% et le Bénin veut appliquer 20%. Les analystes politiques font leurs analyses. Je pense simplement qu'il y a des règles qui sont en place. Ces règles, elles valent pour tout le monde et elles ont un objectif. C'est l'objectif d'avoir des partis représentatifs qui soient des partis nationaux, qui couvrent l'étendue du territoire national. On ne peut pas continuer à être dans des clubs où en fait on arrive, on se dit c'est le parti de telle région, c'est le parti de telle région du pays. Où est-ce qu'on va avec ça? À un moment donné, nous devons aussi assumer de créer un État-nation, de créer un État dans lequel on arrive à gommer un tant soit peu nos différences ethniques et à faire en sorte que nous soyons dans un vivre ensemble et nous puissions nous dire nous voulons tous ensemble contribuer à construire le pays. L'avantage du système partisan et du code électoral, il y a deux grands avantages, vous savez. En 2026, ce sera la première fois que le débat pour choisir ceux qui vont diriger ce pays ne seront pas des débats centrés sur des personnes individuelles. En 2026, nous allons élire une équipe. Le débat n'est pas centré sur des individualités. Vous en êtes convaincu?
Aujourd'hui, vous le voyez bien, le débat se passe au niveau des partis politiques. Ce sont des partis politiques qui vont soutenir, et ce seront des équipes au sein des partis politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. Ça, c'est la première chose. La seconde chose qui est importante, c'est que nous entrons avec ce code électoral dans plus personne dans ce pays ne pourra dire « je veux être le président d'une partie du Bénin ». Pour pouvoir être élu, vous êtes obligé. Ça n'a jamais été le cas. Nous l'avons déjà entendu. Ah bon? Vous vous souvenez? Non, vous nous rappeler ça. Je pense que nous avons besoin de nous rassembler, de faire en sorte que la promesse que nous faisons à nos enfants soit celle que, quel que soit l'endroit d'où vous venez dans ce pays, quelle que soit votre origine ethnique, quelle que soit votre filiation, que vous puissiez avoir les mêmes chances que les autres. Et faire en sorte que les clivages ethniques régionalistes ne soient plus ce sur quoi nous nous appuyons pour pouvoir construire notre vivre ensemble. Est-ce que vous n'avez pas mis la barre un peu haut? Essayons et puis on verra. On ne peut pas arriver tout de suite et se dire « ah, dans tous les cas, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas ». Il y a des objectifs qui sont visés et ces objectifs sont clairs. C'est de faire en sorte qu'il y ait un seuil de représentativité, qu'il y ait une combinaison nationale, une obligation d'être des partis nationaux. J'ai envie de dire, il n'y a pas de système parfait. La politique, ce sont des règles. Et puis vous utilisez ces règles pour pouvoir conquérir le pouvoir. Et partout dans le monde, c'est comme ça. Que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est un système mis en place pour perpétrer un chaos, ou toujours se maintenir au pouvoir, pendant que la loi n'a rien prévu, si il arrivait que aucun parti n'a pu obtenir 20%. Je vais parler pour la mouvance. Nous travaillons pour que partout, nous puissions avoir les 20%. Maintenant, je pense qu'en face de nous, le travail doit être fait également. Est-ce que c'est ça qui se matérialise par les interdictions de manifestation pour vis-à-vis les démocrates qui se plaignent de ce que quand ils ont une manifestation quelque part, on envoie la police interdit? Je ne veux pas rentrer dans les commentaires de situations, en tout cas des supputations qu'il peut y avoir ici ou là. Tout ce que je sais, c'est que le Bénin est un pays organisé aujourd'hui. C'est un pays où il y a des règles. Si vous voulez organiser des manifestations, il y a des règles qu'il faut respecter. Et puis après, nous sommes un état de droit. Je pense aussi que nous avons trop souvent, dans la manière dont nous menons la politique, parfois on pense que se victimiser, c'est la meilleure façon de pouvoir attirer les foules et attirer de la compassion. Le Bénin est en train de changer, et surtout la jeunesse de ce pays est en train de changer. Les gens ils voient ce qui est en train de se passer. Et il faut que nous puissions passer au-delà de tout cela. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, merci d'avoir répondu à nos questions. J'étais avec mes confrères de la radio GRDS, Eldad Aoumenou. Merci. Merci Didier Awandinou. Merci, c'est un plaisir pour la radio La Voix de la Vallée de partager ce plateau avec BIP Radio et puis GRDS FM. Merci à tous les trois et merci à vos auditeurs.